Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle émission Radio Solidarité et Progrès. Je suis Sébastien Drochon et nous sommes le 6 février et dans une période, c'est le moins qu'on puisse dire, de grande confusion. Dans une période actuellement sous l'emprise du sensationnel et de l'émotionnel au détriment de certaines vérités qu'il est parfois bonne de remettre sur la table. Il n'y a qu'à voir comment l'actualité aujourd'hui est traitée pour s'en rendre compte. Donc je ne vais pas m'étendre sur l'averse de boules puantes, enrobées de confitures médiatiques qu'on nous déverse en quantité impressionnante en France aujourd'hui, ni même sur les hologrammes présidentiels, réels ou virtuels, qu'on a vu défiler de Lyon à la région parisienne ce week-end. Mais plutôt, je voulais faire le point sur ce déballage émotionnel, ce vent de consternation qu'on voit souffler depuis la presse occidentale et certaines personnalités politiques européennes, suite au décret de Trump sur l'immigration et sur le mur qu'il veut construire entre les USA et le Mexique. Donc quand bien même que ces décrets sont certes brutalement appliqués, très discutables, problématiques, il n'en demeure pas moins que ce sont une application stricte d'un personnage, de promesse électorale, d'une personne qui a été élue démocratiquement. Faut-il le souligner. Donc Trump, évidemment, n'est pas un personnage à adorer en soi, loin de là. C'est un personnage problématique à bien des égards, mais aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire de voir son rôle avec la hauteur de vue nécessaire et non pas par le trou de la serrure. Donc, je dirais à ceux, en France et en Europe, qui en appellent à sa destitution, stupidement d'ailleurs, sans se rendre compte des conséquences que pourrait avoir un retour d'une administration type Obama, je leur conseillerais à ces gens de grandement, avant cela, regarder la poutre qu'il y a dans leur œil avant de voir la paille qu'il y a dans l'œil du voisin. Alors j'évoquerai deux ou trois raisons à cela. Premièrement, c'est qu'en termes d'immigration, disons, l'Europe, l'Union européenne, n'a de leçons à donner à personne. Ça, c'est clair. On parle aujourd'hui souvent des migrants qui arrivent à nos frontières, mais on oublie en général de parler de la vague des migrants, certes, mais on oublie de parler de la vague des mourants, de ceux aujourd'hui qui se noient en Méditerranée, qui luttent contre le froid, la faim et la maladie dans des camps aujourd'hui en Europe même, en Italie et en Grèce. Donc cette Europe accueillante. Donc je souligne d'ailleurs en passant que il faut féliciter le courage de certains marins français qu'on a pu rencontrer notamment au salon Euromaritime, qui aujourd'hui n'hésitent pas à venir au secours des naufragés, quelle que soit d'ailleurs leur origine ethnique, religieuse. Ils ne font pas de sélection, contrairement à ce qui est discuté en Union européenne, et souvent de leur propre initiative, vu que l'Union européenne ne fait quasiment rien, en fait. Donc il n'y a aucun effort de la part de l'Union européenne pour créer les conditions d'accueil décentes, temporaires de ces migrants, et surtout rien qui est fait pour garantir que ces migrants puissent revenir chez eux, revenir avec leur famille, dans leur pays, qu'on doit reconstruire. Donc sur cette question, rappelons d'ailleurs que cette Union européenne, aujourd'hui, maintient les sanctions économiques contre une Russie qui, elle, tente de rassembler au moins les acteurs au Moyen-Orient pour entamer un processus de paix actuellement en cours, et garantir derrière la nécessaire reconstruction de la Syrie. Et la Russie qui elle-même a largement contribué au recul de l'État islamique, au moins en Syrie. Donc l'Europe n'est pas un exemple. Et d'ailleurs, Donald Trump risque finalement de doubler l'Europe et de lui montrer l'exemple en coopérant de nouveau avec la Russie. Parce qu'en effet, les ambassadeurs américains et russes aux Nations Unies, Mme Nikki Haley et Vitaly Churkin, se sont rencontrés à Washington. Et selon les porte-paroles et les représentants russes, le ton a totalement changé par rapport à l'administration précédente, laissant clairement entendre qu'une coopération sur la question syrienne, au moins et en général, est possible entre la Russie et les États-Unis. Donc, aussi, nos médias et politiques bien pensants en Europe sont toujours prompts à dénoncer les conflits et les atrocités qui en résultent. Mais semble-t-il, quand cela les arrange en fait, et quand ça arrange certains de leurs alliés stratégiques. Car aujourd'hui, quasiment rien ou rien ne sort dans la presse en tout cas, sur l'horreur qui se déroule actuellement au Yémen. Et ça, aujourd'hui, il faut en parler, car le Yémen est déchiré par la guerre, donc par la malnutrition qui commence maintenant à y faire des ravages terribles. Donc en novembre 2016,
on a estimé le nombre de victimes directes à plus de 11 000 après 600 jours de bombardement par l'Arabie saoudite. Mais aujourd'hui, les morts dus à la famine sont bien plus nombreux désormais. Donc l'UNICEF a indiqué dans un rapport dernièrement, le 31 janvier, que vous avez 63 000 enfants qui sont morts de la malnutrition au Yémen en 2016. Il y a aujourd'hui près d'un demi-million d'enfants qui sont en malnutrition aiguë sévère, c'est-à-dire sur le point de mourir, et 2,2 millions d'enfants en malnutrition aiguë, à quoi s'ajoutent 7 millions de personnes, donc des enfants et des adultes, tout compris, qui ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence pour survivre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a une urgence humanitaire gigantesque. Or, la plupart des importations des denrées alimentaires, de médicaments et de carburants sont souvent arrêtées au port d'origine, de livraison. Donc en attendant une acceptation de demande de permis d'importation. Cependant, ces autorisations ne sont jamais acceptées parce qu'elles doivent passer par une acceptation du ministère des Transports qui est en Arabie Saoudite, évidemment. Donc tout est bloqué. Et quand bien même les autorisations sont signées, l'Arabie Saoudite a bombardé sournoisement des grues portuaires, des routes et des chemins de fer pour éviter les ravitaillements. Donc là, on a un véritable embargo, on assiste à un véritable génocide dont on ne parle très peu et qu'il faut absolument stopper en fait. Et je tiens à rappeler quand même que c'est un génocide aujourd'hui perpétué par ceux qui restent encore, je le rappelle, nos partenaires de référence. Donc quand M. Hollande, qui dit, voilà, peut toujours dire à Donald Trump que l'Europe, je le cite, l'Europe est assez grande pour gérer ses affaires toute seule, il aurait mieux valu quand même pour M. Hollande de combattre véritablement le monde de la finance, ça c'est clair, et le véritable ennemi, qui est ce monde de la City de Londres et de Wall Street, et les paradis fiscaux et ses alliés, c'est-à-dire les pétromonarchies sanguinaires. Donc parce que c'est à ce niveau-là, à ce niveau du combat contre la finance, qu'il faut vraiment aujourd'hui attendre Donald Trump au tournant et lui demander de rendre des comptes. Ça, c'est la vraie question. Et c'est sur ce point fondamental qu'on pourra véritablement juger sa politique. Donc là-dessus, sur ce combat contre Wall Street, malheureusement, l'ambiguïté demeure. Trump vient de signer 2 décrets sur la régulation bancaire, annonçant de grands principes généraux, mais notamment, il parle du renflouement, de la fin du renflouement des banques par l'argent du contribuable, ce qui est une bonne chose, et aussi l'abrogation d'une grande partie de la loi Dodd-Frank, la loi dite de régulation, mais qui ne régule en réalité absolument rien. Mais malheureusement, derrière, il n'y a pas de politique précise pour la suite, et toujours pas de certitude que la séparation des banques, la fameuse loi Glass-Steagall, soit mise à l'agenda. Donc il faut quand même savoir que Franklin Delano Roosevelt, qui avait mis cette loi en place en 1933, l'avait mis après 100 jours de mandat. Donc Trump, disons, a encore le temps, mais on va voir ce qu'il va réellement faire. Donc sachant que sur le terrain, aux USA, de plus en plus de délégations citoyennes interviennent sur les congressistes pour que ce Glass-Steagall soit voté. Vous avez plusieurs motions dans des Sénats et congrès d'État qui ont été signées et votées pour remonter cela au Congrès et au Sénat national. Il y a aussi une poussée de citoyens autour du démocrate Tim Ryan de l'Ohio, qui est un des co-sponsors de la résolution qui a été déposée au Congrès, la résolution pour le Glass-Steagall et la séparation des banques, déposée au Congrès dont nous avons parlé en fait dans une radio SCP précédente. Donc voilà, le Glass-Steagall est sur la table. Et d'ailleurs, la venue de Jamie Dimon, l'actuel PDG de JP Morgan Chase, à Washington, ne trompe pas. Wall Street n'est pas très rassuré de voir le Glass-Steagall revenir sur la table dans les débats, donc ils veulent s'assurer les faveurs de Donald Trump. Voilà, donc sur cette question fondamentale, tout reste à faire et absolument rien aujourd'hui n'est joué. En France, la personne qui a mené depuis des décennies ce combat contre ses intérêts financiers, contre la City de Londres et Wall Street, c'est Jacques Cheminade. Donc notre candidat à la présidentielle aujourd'hui est en pleine campagne. Jacques Cheminade était la semaine dernière donc, au salon Euromaritime à Porte de Versailles. Il a rencontré les acteurs économiques de la mer, du fluvial. Il était à leur écoute et il a avancé ses propositions en faveur d'un grand plan Fraissinet pour améliorer
des infrastructures portuaires et aménager notamment le fluvial pour irriguer le territoire en infrastructure. Donc, proposition que vous pouvez voir sur notre site internet. Il était aussi donc au Salon des entrepreneurs au Palais des Congrès, à la rencontre de jeunes entrepreneurs de TPE, de très petites entreprises et de start-up. Il a été interrogé par des journalistes des Échos, du Parisien Économie et des Échos et du Parisien Économie, pardon, et aussi par Thibault Langsade, donc qui est le vice-président du MEDEF en charge des TPE et des PME. Donc ce fut pour Jacques Cheminade l'occasion de donner son point de vue sur comment aider les banques et les entreprises à engager le pays dans une politique de relance. Et aussi, Monsieur Cheminade, Jacques Cheminade, a été reçu au club politique indépendant les vendredis de la colline, pour échanger avec plusieurs jeunes étudiants engagés sur sa vision de l'économie et les solutions qu'il désire porter, notamment à cette élection. Donc, à cela s'ajoute à l'agenda le fait que Jacques Cheminade animera ce jeudi 9 février à 19h30 son 14e dialogue avec la Nation. Donc il répondra aux questions des internautes et surtout il présentera son projet pour la présidentielle, les grands piliers de son projet. Donc je vous invite à suivre ce dialogue avec la Nation depuis chez vous par Facebook et YouTube et aussi venir le suivre en direct depuis nos locaux à Clichy. Pour vous inscrire, vous pouvez nous contacter pour cela. Donc allez visiter le site cheminade2017.fr pour pouvoir le suivre en direct. En attendant donc aussi la parution du livre de son projet, je vous invite à découvrir en avant-première le nouveau livre que vous voyez ici, « Ce qu'un président doit dire ». Donc c'est un nouveau livre de Jacques Cheminade qui vient d'être publié, qui rassemble en fait les meilleurs éditoriaux depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Donc il est désormais disponible en vente sur notre site internet et donc je vous invite à surtout vous le procurer et l'offrir à tous vos amis. Donc voilà, de même, vous imaginez en cette période de campagne, nous avons plus que tout besoin de vos dons, de votre soutien financier. Cela compte plus que tout. Donc autant que vous le pouvez, faites un don et joignez nos équipes sur le terrain. C'est le moment.